Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Chers amis, bonsoir. Merci d'être avec nous et merci de nous accueillir chaque jour chez vous, où que vous soyez. Alors, dites-nous d'ailleurs, c'est intéressant de savoir à 17h04 exactement. Est-ce que vous êtes encore au bureau, vous êtes encore déjà dans la voiture ou à la maison peut-être, ou à la sortie de l'école pour vos enfants. 0826 300 300, on aime bien partager notre quotidien avec vous, hein, Philippe. Ah oui, et on est très heureux d'être en votre compagnie, que ce soit en voiture, dans la rue, chez vous, dans la cuisine, la salle de bain. Je viens de le dire. Mais moi j'ai même cité les pièces. Les pièces bleues, jaunes, vertes, rouges. Absolument. En attendant, 0826 300 300, c'est le téléphone que vous connaissez bien et le numéro bien entendu. Et on vous attend jusqu'à 19h. Allez, au sommaire de cette émission, le grand débat du jour. Il ne serait pas dans l'intérêt de la France de changer de république. C'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron lors de son discours pour les 65 ans de la 5e Constitution. 5, exactement. Le chef de l'État a vanté la stabilité du régime de 58. Pour autant, il en appelle à moderniser forcément cette loi fondamentale, faciliter les référendums d'initiative partagée, relancer la décentralisation ou encore faire entrer le droit à l'IVG dans la Constitution, Philippe. Oui, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la Constitution est adaptée à notre société d'aujourd'hui? Est-ce que la France de 2023, elle a quand même beaucoup changé par rapport à celle de 1965? Est-ce que vous pensez qu'il faudrait la moderniser? Tiens, par exemple, on va parler des axes qu'a proposé le président de la République. Faciliter le référendum d'initiative citoyenne ou toute autre chose. Venez témoigner au 0826 300 300. Et puis à 18h30, un hommage, un monstre sacré du journalisme français, l'hommage du chef de l'État à Jean-Pierre Elkabbach, le vétéran des intervieweurs politiques, qui a connu quand même, je rappelle, 8 présidents. De ces discussions musclées avec Georges Marchais aux confessions fleuves du président Mitterrand en fin de règne, son parcours se confond avec celui de la 5e République. L'annonce de sa disparition à 86 ans hier suscite une pluie d'hommages, Philippe. Oui, Cécile, il restera une légende de l'interview politique. On se souvient de Cartes sur table avec Alain Duhamel et notamment, vous l'avez rappelé, ses joutes avec Georges Marchais. Ces fameux c'est un scandale, vous savez. On aura d'ailleurs Pierre Douglas pour en parler avec nous, qui imitait à la perfection Georges Marchais. On aura droit à une petite imitation d'ailleurs, à mon avis. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a encore de grandes figures dans le journalisme politique français? Ou est-ce que ça manque plutôt de figures dans la politique française? Venez nous donner votre avis, on vous attend. C'est Aude qui vous répondra au 0826 300 300. Bienvenue dans Les Vraies Voix jusqu'à 19h. Les Vraies Voix Sud Radio. Avec nos invités aujourd'hui, éditorialiste du jour Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole. Cher Philippe, bonsoir. Ça va bien, ma chère Cécile. Je vous ai rien demandé. Justement, j'ai anticipé. Ce qui montre que je suis toutes les émissions. C'est vrai, vous avez raison. Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction de Causeur. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Cécile. Ça va? Oui, moi je vous pose la question comme elle vous la pose pas. Mais tout le monde s'en fout de la réponse, donc laissez tomber. Non, mais c'est pas vrai. Ça m'intéresse. Ce n'est pas une circonstance, ça nous intéresse. Olivier d'Artigol est avec nous, chroniqueur politique. Bonsoir, ça va bien. Ils n'osent plus dire non, j'ai des petits problèmes, j'ai pas payé mes impôts, tout va bien. Vous êtes en forme donc ce soir. Je sais pas comment il fait pour tenir avec sa veste. Tout le monde a juste une chemise ou une robe. Parce qu'il est élégant, c'est tout. Oui, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, j'aurais pas dû l'enlever, ma veste. Non, mais écoutez, mais j'ai voulu m'adapter vos pectoraux à certaines tenues un peu. Vous savez que pour les auditeurs qui tiennent vraiment à voir ce genre de détails, il y a la télé. Hein, donc, mais on est sur YouTube, sur Facebook, etc. Oui, il y a la télé, notre télé, je veux dire, il y a des caméras, quoi. Oui, c'est ça. C'est ce que je voulais dire. Je vous assure que dans cette émission, on va finir par se comprendre. Vous inquiétez pas. 0826 300 300, vous nous laissez des messages sur votre répondeur préféré. Et c'est Ludovic de Rochefort qui nous laisse ce message. Écoutez. Bonsoir les vraies voix, Ludovic de Rochefort. Concernant le débat sur le cyberharcèlement, il ne faut pas oublier deux choses. Les réseaux sociaux ont été détournés clairement de leur volonté originale. Ensuite, on a développé une forme de politique de l'inculture à travers l'ostracisme dans une société qui n'a plus de cadre, qui manque d'instruction et d'éducation. Enfin, il faut quand même conserver cette liberté d'expression. Donc c'est bien à la justice de se prononcer face à de la haine ou du harcèlement. Encore faut-il pouvoir le qualifier. Allez, bonne soirée. Au revoir.
Ludovic. Je vois avec Auditeur très plaisir que clairvoyant. Ludovic ne s'occupe pas que des nourritures matérielles. Oui, parce qu'il nous envoie régulièrement des Non, mais sablés il a de raison, Rochefort, il a etc. tout à Et fait on raison. l'embrasse. C'est une double évidence qu'il formule. Elisabeth. Elisabeth Non, Lévy. mais je n'ai rien à... Donc, rien à rajouter. 0826. Je dis bonjour à Ludovic et je regrette l'absence des sablés alors. 0826 300 300. Hector est avec nous de Montpellier. Bonsoir Hector. Bonsoir Hector. Oui, bonsoir. Comment ça va Hector? Ça va moyen, en fait, au vu de tous ces débats qui sont plus ou moins constructifs, je trouve. Concernant quoi? Bon, par exemple, on se pose des questions sur tout ce qui est 5e République, est-ce qu'elle est adaptée ou pas? Bon, ça, on peut toujours en débattre, mais je pense qu'à l'heure actuelle, si déjà on faisait appliquer les lois, on en serait déjà un peu mieux dans ce pays. D'accord. Notamment, par exemple, quand on voit tous les crimes qu'il y a à l'heure actuelle, les crimes et les délits qui sont commis par des gens, notamment qui sont soumis à l'OQTF et qui ne sont pas appliqués, je pense que là, on a un vrai débat et on a un vrai travail à faire. Que les référendums d'initiative partagés, enfin, on ne sait pas trop exactement des référendums, quoi. Faites un référendum sur l'application des OQTF et je pense que là, on aura certaines surprises. Alors, on va faire réagir nos vraies voix. Oui. C'est vrai que ça horripile les gens. En France, on a le plus grand nombre de lois qui puissent exister, mais de lois non appliquées. Et les personnes qui commettent de nouveaux crimes et délits alors qu'elles étaient sous OQTF, c'est incompréhensible pour les citoyens, Philippe Mais Bilger. vous avez raison, Philippe. Bah, c'est pas vrai, c'est Hector, hein. Réalité, en force. Oui, mais vous l'avez repris à votre compte, donc forcément, vous bénéficiez de la contagion d'une bonne idée. mais en fait, il faut bien voir, et ça n'est pas un paradoxe, que la France est une championne des lois parce que précisément, elle considère que les lois sont une action. Et c'est une grave erreur de penser ça. Elisabeth. Ça me fait penser à un texte de Philippe Muret qui s'appelait « Les grenouilles demandent une loi » ou ce qu'il appelait par ailleurs l'envie du pénal. C'est-à-dire, effectivement, on demande tout le temps des normes, des lois. Non, moi je trouve qu'Hector dit quelque chose de très intéressant et qui a aussi une petite critique contre nous d'ailleurs. ouais. Je pense que nous accordons trop d'importance dans la crise que nous connaissons aux questions institutionnelles. Si vous voulez, alors maintenant le nouveau hochet, c'est le référendum, parce que bien entendu, on dirait que les citoyens ne s'expriment jamais sous la 5e République. Il n'y a pas d'élection, si vous voulez, il n'y a que le référendum. Maintenant, c'est le nouveau hochet de tout le monde. Ça va tout résoudre, la démocratie va revenir. Mais je pense qu'il a raison. Il a absolument raison. Nous souffrons plutôt, effectivement, de lois qui ne sont pas respectées. Olivier D'Artigol. Je ne suis pas d'accord. Je pense que on a une véritable crise démocratique, que c'est une lame de fond, que la dernière fois que le peuple français a été consulté, c'est en 2005, et que sa décision souveraine n'a même pas été respectée, puisque après il y a eu le traité de Lisbonne. Je pense que le débat présidentiel a été très pauvre, que le débat sur les législatives l'est aussi, que le président Macron s'était engagé au début de son second quinquennat à permettre ce qu'il avait appelé une respiration démocratique, genre mi-terme comme aux États-Unis, qu'on n'en voit pas le début du commencement d'une réalité, et je n'oppose pas cette question-là à la nécessité de régler la question des OQTF, mais quand bien même il y aurait un référendum sur les OQTF, la réponse serait très majoritairement positive sur le fait qu'elle soit exécutée, mais ça ne réglerait rien. Ouais. Merci Hector. Allez, vous restez avec nous Hector jusqu'à 19h. Hein. Merci en tout cas d'être notre vraie voix du jour. Dans quelques instants, les 3 mots dans l'actu, ce sera avec Félix Mathieu et le réquisitoire du procureur. On parle de quoi, Philippe? Vive le retour d'Emmanuel Mignon chez les Républicains. On en parle dans quelques instants. 0826 300 300, on vous accueille jusqu'à 19h. C'est les vraies voix Sud Radio. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix jusqu'à 19h. On est ensemble avec Philippe David et nos éditorialistes du jour. Philippe Bilger est avec nous. Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction de Causeur aussi. Olivier D'Artigol, chroniqueur politique. Et vous, au 0826 300 300, on vous incite bien entendu à nous appeler. Et on va revenir sur cette question. Notre constitution est-elle adaptée à la société d'aujourd'hui? Vous pouvez déjà vous inscrire. On en parle dans quelques minutes. En attendant, les 3 mots d'un lectu avec Félix Mathieu.
Mathieu. De quoi on parle, cher Félix? Pas de recrudescence des punaises de lit. Attention à la psychose, dit le ministre des Transports Clément Beaune. Une fac de Marseille annonce fermée à cause des dealers. Et puis un incendie en pleine conférence de Jacques Attali. En 3 mots, ça donne tapis, drogue et fumée. Allez, tout de suite le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et vous voulez requérir non pas contre, mais pour le retour d'Emmanuel Mignon au sein de l'état-major des Républicains. Absolument. J'ai vu avec bonheur que pour une fois, Éric Ciotti avait nommé quelqu'un de tout à fait valable. Emmanuel Mignon, qui est vice-présidente. Je l'ai bien connue, ce serait trop dire, mais en 2007, elle s'était occupée du programme du parti de Nicolas Sarkozy, et j'avais apprécié sa rigueur intellectuelle, son ordre, son absence de démagogie, sa capacité réflexive. Alors, et surtout, elle ne faisait absolument pas dans la démagogie, hein, ça c'est clair. Et puis elle a disparu de mon horizon et je la revois donc comme vice-présidente. Je pense qu'elle va apporter beaucoup de bien à la pensée de la droite, comme on dit républicaine, puisqu'il faut toujours ajouter cet adjectif. Et elle va trouver la voie étroite mais claire et cohérente entre le macronisme et le Rassemblement national. Je lui fais confiance, mais il ne faut pas qu'elle oublie qu'en 2007, si elle a eu tellement de succès dans ses concepts, c'est qu'elle avait une personnalité exceptionnelle pour les mettre en valeur, la campagne éblouissante de Sarkozy en 2007. Elisabeth Lévy a dodeliner. Oui, non, c'est quelqu'un qui a du talent, Emmanuel Mignon, mais ce qui est marrant, parce que Philippe est un progressiste, vous le savez tous, c'est un moderne. Et donc, oui. Emmanuel Mignon est quelqu'un, dans votre portrait, vous avez oublié quand même une de ses principales caractéristiques, c'est quelqu'un qui est profondément conservatrice, et je dis ça sans la moindre acrimonie. Donc c'est marrant, si vous voulez, parce que je m'attendais pas, si vous voulez, à cet éloge de votre part. Vous ne me jugez pas conservateur. Si, conservateur, mais vous avez un petit côté progressiste en même temps. C'est ce qui fait votre charme. Olivier d'Artigol. Vous êtes paradoxal. Il est attendu tous les ans pour le meeting de la fête de l'humain. Attention Philippe, c'est presque le en même temps, attention. Hein. Voilà. Vous avez totalement raison, parce que elle avait un rôle central dans la conquête du pouvoir par Nicolas Sarkozy, quand bien même elle a été quelque peu déçue par la mise en œuvre et sur les années élyséennes. Elle dit quoi aujourd'hui? Elle dit le casting ne m'intéresse pas, elle dit au travail, elle dit on peut y compris bouger des dogmes, être audacieux sur la conquête, sur le terrain des idées, tout en souhaitant le retour à un clivage droite-gauche, ne se retrouvant pas dans ce qu'a installé le macronisme. Donc c'est intéressant à suivre. Absolument. Allez, tout de suite, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont tapis, drogue et fumée. Ne pas mettre les punaises de lit sous le tapis, mais ne pas entrer pour autant dans une psychose. Clément Beaune se veut rassurant, la punaise n'aime pas les projecteurs, pas de recrudescence dans les trains et les métros. À Marseille, la fac Colbert menace de fermer dès vendredi, faute de pouvoir assurer la sécurité à cause des dealers. Et puis, qui a dit que l'herbe ne repoussait pas après Attali? Hier soir, un gros incendie a éclaté à HEC lors d'une conférence de l'éminence grise des présidents. Les vraies voix Sud Radio. Clément Beaune entend faire la transparence sur les punaises de lit. Il ne veut pas mettre la poussière, enfin les punaises sous le tapis, mais pour autant, après vérification, eh bien le ministre des Transports se veut rassurant à la sortie d'une réunion sur le sujet. Oh, punaise! Alors non, pas Homer Simpson, s'il vous plaît. On a dit Clément Beaune. Pas de recrudescence de nuisibles dans les trains, les métros, les RER, comme l'affirmaient pourtant des usagers. Image à l'appui. Tout a été vérifié. Attention à l'emballement, plaide donc le ministre des Transports. Quand on parle d'un sujet, il faut y répondre. Il ne faut pas le cacher ou le mettre sous le tapis. Mais il ne faut pas non plus tomber dans ce qui est parfois un phénomène qui existe, c'est qu'il peut y avoir un emballement ou des réactions. Les photos qu'on a vues sur les réseaux sociaux, elles ont été prises au sérieux par les opérateurs de transport et je leur demande ce sérieux. Il ne faut pas être dans le déni, il ne faut pas être dans la psychose, j'y insiste. Donc ces cas, ils ont été vérifiés. Les trains d'ailleurs ont été examinés, parfois traités, mais il n'y a pas eu, dans les cas signalés, notamment dans des photos du métro qui ont circulé récemment, de cas avérés de présence de punaises de lit. D'ailleurs, la punaise de lit est modeste, figurez-vous, c'est ce que nous apprend
aussi Clément Beaune, elle n'aime pas le feu des projecteurs. La punaise de lit est souvent réticente à la lumière et donc quand on a un cas qui est sous l'œil d'un appareil photo, si je puis dire, il y a assez peu de chances que ce soit une punaise de lit, mais ça a été vérifié à chaque fois. Le ministre des Transports demande aussi aux opérateurs de publier tous les 3 mois désormais leurs données sur les cas signalés. Elisabeth Lévy qui s'est déjà exprimée sur les punaises de lit sur Sud Radio. La punaise de lit n'aime pas les projecteurs, mais qu'est-ce que les projecteurs aiment la punaise de lit? Oh là là, je sais pas, non mais... Et là, il faut quand même qu'on se pose une question. Les médias ont vraiment contribué à fabriquer une panique à partir de rien, puisqu'il n'y a pas d'éléments nouveaux, il n'y a pas de hausse significative. Hein. Le ministre l'a redit, et bientôt, je vous assure qu'on va avoir un ministère de la punaise de lit, un grand plan punaise de lit. Non mais écoutez, on est quand même un grand pays, on a construit des centrales nucléaires, on a décapité un roi, on a bâti des cathédrales, et maintenant nous sommes terrassés par des punaises de lit. Non, mais on aime bien fabriquer des crises pour montrer qu'on est capable de les vaincre, dans la mesure où elles n'existent pas, ou très peu. Il y a peut-être une surcommunication du gouvernement sur le sujet, peut-être une surmédiatisation de cette question, mais on nous dit aussi qu'un logement sur 10 à l'échelle nationale, il y a un problème réel, serait quand même. atteint. Et d'ailleurs, cette question des punaises de lit était une question avant qu'on en parle à ce niveau-là. Moi, ce qui me désespère dans la communication gouvernementale, c'est qu'on nous dit on fera la transparence, il faut la confiance, il faut une réponse rapide, il faut une réponse efficace. C'est vrai que c'est mieux qu'une réponse lente, que quelque chose d'inefficace, que l'opacité. On sera bien d'accord. Oui. Mais avec quels moyens? Et puis aussi, j'alerte sur le business qu'il y a avec ces boîtes qui existent, d'autres qui se montent, qui veulent profiter du business. Et j'ai vu passer des coûts pour traiter les logements surréalistes. Oui, vous avez raison de le dire. Deuxième mot, drogue. Une fac de l'université d'Aix-Marseille ferme temporairement à cause du trafic de stupéfiants. Après des mois d'inquiétude liés au point de deal présent sur place, le doyen du site Colbert dans le centre-ville de Marseille se dit dans l'incapacité d'assurer la sécurité des élèves et des enseignants. Fermeture annoncée pour vendredi. Alors Nina, l'une des étudiantes de cette fac Colbert, estime que ce n'est pas la solution. Moi, je suis extrêmement triste parce que je trouve que c'est pas aux étudiants de souffrir de cette situation. C'est aux dealers et aux délinquants qui rendent la vie impossible aux étudiants, qui devraient partir et être punis pour ce qu'ils font, quoi. Il faut être ferme, il faut que des décisions de justice soient prises, qu'il y ait des condamnations fermes qui les empêcheraient de recommencer, quoi. Étant donné que ça fait des années qu'on leur dit rien et qu'il n'y a pas d'action concrète, ils se permettent d'agir en toute impunité aux yeux de tous, sans souci. D'ailleurs, on le voit autour de nous, les tags Kofi la fac, point de deal ici, c'est écrit en rouge sang sur les murs. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Des propos recueillis par Lionel Maillet pour Sud Radio, la faculté qui finalement ne pourrait ne pas fermer. La préfecture, en tout cas, propose une présence policière permanente. Donc, la direction maintenant de l'université Aix-Marseille va décider demain si elle maintient ou non cette fermeture. Et le troisième mot est fumée. Un incendie a éclaté dans la prestigieuse école de commerce HEC en pleine conférence de Jacques Attali. Oui, scène étonnante sur le campus de Jouy en Josas. C'est vrai que quand on reçoit l'homme qui murmurait à l'oreille de Mitterrand et de quelques-uns de ses successeurs, on s'attend plutôt à lui poser ce genre de questions. J'avais une question pour vous sur la figure de l'intellectuel. Est-ce que vous pensez qu'elle a pu perdurer après le XXe siècle ou est-ce qu'elle est morte à cette période? Vaste question, sauf qu'un autre élève s'est soudain invité sur la scène pour une intervention beaucoup plus directe. Il y a un très gros incendie en Blondeau, mais vraiment très gros. Et les fumées avec le vent viennent ici. Quand on sort, on sent. Ce serait peut-être plus prudent d'arrêter la conférence et de commencer à sortir. Et oui, la manière la plus longue du monde de dire courez, il y a le feu. Bon, en même temps, face à un grand intellectuel comme Jacques Attali, faut bien développer un minimum. Jacques Attali, qui, pour l'anecdote, était en train de répondre ça avant de devoir courir. L'intellectuel au sens français ne correspond pas à ce que moi j'appelle un intellectuel. Pour moi, un intellectuel, c'est quelqu'un qui est aussi dans l'action. Un intellectuel dans l'action, ça commence par un intellectuel qui court pour échapper aux flammes. D'ailleurs, puisqu'on parle de l'impact des idées sur le monde, je vous livre cette petite histoire rapportée par les pompiers de Haute-Garonne à notre reporter Christine Bouillot à Toulouse cet après-midi, tout à l'heure vers 15h. Ils ont dû évacuer la place du Capitole à cause d'un sac rempli de livres. Il était considéré comme un colis suspect jusqu'à l'intervention des démineurs, décidément. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Le grand débat du jour, la loi fondamentale de la République va-t-elle
vont-elles bientôt évoluer? Inscription de l'IVG, par exemple, l'autonomie de la Corse et le dégel électoral de la Nouvelle-Calédonie font partie des grands chantiers institutionnels. On va en parler. Et Bruno Cotresse sera avec nous, politologue, chercheur au CNRS et au CEVIPOF. Bonsoir Bruno Cotresse. Bonsoir. Bienvenue. Petite question avant le grand débat. Est-ce qu'Emmanuel Macron veut marquer son empreinte dans la Constitution? Mais bien évidemment, comme tout chef de l'État, et peut-être encore plus que d'autres, Emmanuel Macron veut laisser une empreinte dans l'histoire. On sait que le chef de l'État a un très fort rapport à sa dimension historique. Donc là, évidemment, il a envie qu'il y ait une trace d'Emmanuel Macron dans la Constitution. On en parle dans quelques instants. Restez avec nous, 0826 300 300. Vous les commentez. On vous accueille avec joie et bonne humeur jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Vous avez demandé les vraies voix, et ben les voici, de 17h à 19h tous les soirs avec Philippe David et nos amis du jour avec Elisabeth Lévy. Comment ça va Elisabeth, directrice de la rédaction de Causeur? Très bien. Elle est en forme. J'ai refait sur passe. Elle est toujours en forme, Elisabeth Lévy. Olivier d'Artigol est avec nous, chroniqueur politique, et bien entendu Philippe Bilger, toujours aussi beau et fringant. Toujours si bien prononcé. Oh oui. Allez tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Je ne crois pas qu'il soit dans l'intérêt de la France, ni dans la cohérence de son histoire, de changer de République. Préserver la Constitution, ce n'est pas la figer. Cela suppose d'agir. Je le dis comme président investi du devoir de la défendre, mais aussi avec la conviction du citoyen qui, pendant ces années, a observé et réfléchi au mouvement de notre peuple. Je crois dès lors que notre Constitution mérite d'être révisée quand cela est nécessaire, tout en s'assignant deux impératifs majeurs, être conséquent et être cohérent. Pour moi, ce serait tout à la fois inutile et présomptueux. Nos institutions conservent toute leur force. Et donc Emmanuel Macron et François Hollande sont les deux seuls présidents de la Ve République à n'avoir pas marqué la Constitution de leur empreinte. À l'occasion de ce 65e anniversaire de la loi fondamentale, le président Macron veut donc visiblement y remédier. Inscription de l'IVG, autonomie de la Corse, dégel du corps électoral en Nouvelle-Calédonie, des pistes qui sont forcément assez nombreuses, Philippe. Oui, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Elle fête ses 65 ans aujourd'hui. Est-ce qu'elle est encore adaptée à notre époque, cette Constitution? Puisque entre la France de 1950, de la télé en noir et blanc et la France de 2023 et de l'Internet, il y a franchement plus grand-chose à voir. Tiens, appelez-nous pour nous dire, moi je veux l'IVG dans la Constitution ou je veux qu'on facilite le référendum. Le numéro est toujours le même, le 0826 300 300. Bruno Cotresse est avec nous, politologue et chercheur au CNRS et au CEVIPOF. Rebonsoir Bruno Cotresse, merci d'être avec nous. Philippe Bilger, cette constitution, alors d'un côté, il y a ce que je disais il y a un instant, de se dire est-ce qu'on a envie d'avoir une empreinte, et d'un autre côté, est-ce qu'il y a des sujets importants qui méritent d'être dans la Constitution? Alors, là où je rejoins le président de la République, et il est évident que mon approbation va lui importer énormément, je n'en doute pas, c'est le fait que, en réalité, il ne faudrait pas changer la Constitution de la Ve République dans la mesure, de la même manière qu'il ne faut pas toucher à la loi, sinon d'une main... Vous m'avez écouté, mes deux amis? Non, c'est sur la conduite. Vous avez réussi à vous détourner de l'intelligence de mes propos. Comment est-ce possible? Non, mais on vous écoute, vous inquiétez pas. Et donc la Constitution de la Ve République, on ne la change pas. Alors, est-ce que ce que propose Emmanuel Macron d'introduire l'IVG, la Corse, que sais-je encore, ce qui me gêne un petit peu, par exemple, dans l'inscription de l'IVG, c'est que c'est un progrès, mais on ne peut pas dire que c'est un progrès qui, dans les vies, suscite l'allégresse. Ça me gênerait qu'on mette dans la Constitution des événements, des progrès, des avancées, mais qui ne sont pas naturellement salués par l'ensemble de la communauté nationale. Olivier d'Artigol. De mémoire, Emmanuel Macron a déjà tenté en début de premier quinquennat 2018 avec une réduction du nombre des parlementaires et une dose de proportionnelle, sans y parvenir, blocage au Sénat. On a écouté ce qu'il a déclaré aujourd'hui au Conseil constitutionnel, où il a fait du... Et la magistrature aussi. Oui, et où il a fait du... Et en même temps, parce que je n'y vois... on va avoir un éclairage, mais je n'y vois pas très clair. Je prends juste l'exemple corse que je connais un peu.
Est-ce que ça, l'accent, le est-ce que ça veut dire, et en faisant attention parce que j'ai les amis là-bas, donc c'est un terrain glissant, mais est-ce qu'il va sur la reconnaissance du peuple corse? Est-ce qu'il va sur la co-officialité? Il a déjà répondu en disant qu'il souhaitait un service public du bilinguisme. Est-ce qu'il va sur le statut de résident? Je ne le crois pas. Donc c'est toujours du clair-obscur. Elisabeth Lévy. Oui, alors moi je vais vous étonner, chers amis, je vais répondre à la question qui était posée. Est-ce que la Constitution est toujours adaptée à notre pays? Alors moi, ce qui me pose problème, c'est que tout le monde oublie que la République, ce ne sont pas seulement des normes, des règles, des lois et une Constitution, c'est quand même un esprit, c'est aussi une façon d'être ensemble. Or, à mon avis, si vous voulez, Emmanuel Macron, lui, il est plutôt, c'est une des modalités de la démocratie, il y en a d'autres, et l'autre grand modèle, c'est le modèle multiculturel. Et il me semble, si vous voulez, que dans sa vision des choses, Emmanuel Macron penche plutôt très souvent pour le multiculturalisme, l'exaltation, si vous voulez, des richesses, de la diversité, et tout ça. Maintenant, avec, si vous voulez, or, l'article 1er ou 2 ou 3, excusez-moi, de la Constitution, c'est bien que la République est une et indivisible. Si on commence à considérer qu'il y a des cultures en France et qu'il n'y a plus une culture commune à laquelle chacun pourrait s'assimiler, nous sommes toujours en France, mais nous ne sommes plus en République. Donc je me fiche un peu, si vous voulez, là, de la lettre du texte. C'est vrai, inscrire l'IVG me paraît d'une démagogie. Vraiment, c'est encore un hochet. C'est honteux même, je trouve, de jouer avec ça. C'est un hochet qu'on donne à la gauche. Et puis, on va pas inscrire tout ce qui nous plaît dans la Constitution. Enfin, écoutez, c'est la loi. La Constitution, c'est la loi fondamentale du vivre ensemble. Je veux dire, donc, je trouve ça assez ridicule. Mais ce qui m'importe plus, c'est sommes-nous encore en République? Et moi, je dirais que de moins en moins, dans la mesure où les communautés, si vous voulez, sont en train de faire prévaloir leur existence sur le territoire. En tout cas, à cette question, notre Constitution est-elle adaptée à notre société d'aujourd'hui? Vous dites non pour l'instant à 71%. Bruno Cotresse. Oui, alors pour reprendre la question et peut-être pour rebondir sur ce qu'a dit Elisabeth Lévy, il faut rappeler quand même qu'est exclu du champ du référendum article 89 la forme républicaine du régime. Ça, aucun président de la République ne pourrait soumettre à référendum un texte qui dirait qu'on retourne en monarchie, par exemple. Donc voilà, la forme républicaine du régime, c'est un pilier sacro-saint de notre République. On ne peut pas faire de référendum là-dessus. Alors après, il y a l'autre aspect qui est, est-ce que c'est toujours bien adapté? Et là, on voit qu'il y a une diversité de points de vue dans la société. Il y en a pas mal qui trouvent que c'est plus adapté parce qu'ils ont en tête en particulier la question du référendum d'initiative partagé dans la Constitution ou populaire, disent certains. L'idée de faire respirer les institutions entre deux élections, qu'on puisse avoir des moments de délibération sur des grands sujets, des grands problèmes. Et là, on voit que depuis l'élection d'Emmanuel Macron, il tourne constamment autour de cette question et du grand débat national et des conventions citoyennes et de la réunion avec les chefs de parti à Saint-Denis. On voit que le chef de l'État, il voit bien quand même qu'il y a un peu un souci dans la perception qu'ont les citoyens du bon fonctionnement du régime démocratique en France. Bruno, en une d'un quotidien irremplaçable mais très contestable, aujourd'hui j'ai lu il veut élargir le champ du référendum. Est-ce qu'il n'est pas paradoxal et en même temps tout à fait clair de la part d'un président de vouloir élargir le champ du référendum avant d'avoir donné le moindre signe de sa volonté de le mettre en œuvre lorsqu'il pouvait le faire et après des sollicitations diverses sur plusieurs thèmes. Est-ce que là, ça n'est pas de nouveau une sorte d'hypocrisie démocratique qui cherche à une promesse pour faire oublier qu'en réalité, les pouvoirs sont très peu friands du référendum? C'est sûr que les pouvoirs sont peu friands parce que tout le monde a en tête un certain nombre d'expériences cuisantes. Le référendum du général de Gaulle en 1969 sur une nouvelle organisation des régions et du Sénat, il a été obligé de quitter le pouvoir. La très difficile gestion de la situation après le référendum sur le traité constitutionnel en 2005. Donc on voit qu'effectivement le référendum c'est une arme un peu à double tranchant. Ça permet d'avoir un débat assez clair sur une grande question, mais par contre
c'est vrai que si l'exécutif perd le référendum qu'il a demandé, qu'il a souhaité, qu'il a soutenu, ça le met dans de grandes difficultés. Par contre, c'est vrai que la mise en œuvre du référendum d'initiative partagée aujourd'hui en France, on voit que ça ne va pas du tout. Il n'y a eu aucune possibilité de mettre en œuvre cette parole citoyenne. Il faut réunir un 5e des parlementaires, un 10e du corps électoral, c'est après presque 5 millions de signatures d'électeurs. Bref, c'est comme si c'était fait pour que ça ne marche jamais. Il y a un auditeur qui nous dit, Solon, qui nous dit une nouvelle constitution s'impose, mais elle doit être écrite par le peuple et lui seul peut instaurer la souveraineté du peuple. Et ce n'est pas aux hommes de pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. Olivier D'Artigol. C'est une question qui pose la crise politique, démocratique et quasiment la défiance. On sait bien qu'avec cette société française qui est cocotte minute, chaque fois qu'il y a eu un mouvement populaire, à côté des grandes questions du pouvoir d'achat, de la dignité de vie, il y a eu aussi, nous souhaitons être considérés. Il y avait le RIC pour les gilets jaunes. Donc ça a été le RIC avec les gilets jaunes. En effet, ça vient d'être rappelé par Bruno, les seuils, tout ce qu'il faut réunir pour aller au bout du processus. Et encore, le bout du processus, c'est le président qui, in fine, conserve la main. Il y avait en début de second quinquennat cette promesse d'une respiration démocratique à mi-temps, comme cela se passe d'ailleurs aux États-Unis. On paye de plein fouet le quinquennat, l'inversion du calendrier électoral et une faiblesse. Moi, je suis très malheureux de ça. Avec les hommages à El Kabbach, on bascule dans une époque passée où la politique, le débat politique avait de la densité. Oui, mais là, pardon, quand on voit la manière dont la dernière présidentielle s'est passée, ça ne va pas. Mais pardon, je suis pas sûr que cette absence de densité soit liée, si vous voulez, à cette question que le peuple ne s'exprimerait pas assez. D'abord, personne ne prend visiblement acte de l'échec politique des Gilets jaunes et de l'échec politique de cette demande, si vous voulez, qui, à mon avis, n'est pas... Oui, je suis sévère. Il y a eu un échec politique des Gilets jaunes. Ça n'a abouti à rien. Non, il n'était... Pardon, on peut le dire. Et, si vous voulez, c'était axé sur la demande un peu narcissique, si vous voulez, du peuple pas content qu'on le considère pas. Et moi, j'en ai assez de tout ce vocabulaire de l'affection sur la question du pouvoir. Je pense que le problème, et je voudrais d'abord, je voudrais juste vous faire une précision. Quand je parlais de République tout à l'heure, je ne parlais évidemment pas de la forme républicaine qui s'opposera à la monarchie, mais la République c'est aussi autre chose, c'est une modalité particulière de la démocratie. Mais je passe. Mais moi ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que on dit on parle pas assez, alors que je trouve qu'on est dans la démocratie du blabla depuis de plus en plus. La réalité c'est que il me semble que ce que les gens reprochent à leurs gouvernants, d'accord, ça n'est pas tant qu'ils ne leur donnent pas assez la parole, si vous voulez, c'est leur impuissance à agir sur le monde. Et ça, je ne crois pas que ce soit un problème d'expression populaire. Allez, 0826 300 300 avec cette question. Notre constitution est-elle adaptée à la société d'aujourd'hui, Hector de Montpellier? Oui, bonjour, excusez-moi, je m'isole un peu parce qu'il fait... Là où je suis, il y a un peu de bruit, je ne sais pas si c'est mieux là. Oui, on vous entend, Hector. Alors, je tenais à dire, là, bon, déjà la 5e République, elle a été créée, on faisait appel à des référendums, et effectivement, De Gaulle a pris ses responsabilités en démissionnant quand ça lui a été défavorable. Au fil du temps, le référendum a été vidé de sa substance. On nous impose la marotte du référendum. Enfin, j'arrive même pas trop à savoir exactement ce que c'est. À l'heure actuelle, ce qu'il faudrait faire, c'est effectivement passer une 6e République. Pas la 6e République à la Mélenchon. Hein. Non. Ce serait d'abord une démocratie directe. Plus de Parlement, plus de Sénat. On consulte sur les citoyens à chaque fois, sur les grands débats. On fait des référendums à tour de bras, mais des vrais, les votations comme en Suisse. Il n'y a pas besoin de rassembler un 5e et surtout, il faut réformer le corps électoral. À l'heure actuelle, il faudrait que, le droit de vote, que les gens qui ont fait un service militaire, dans la police, dans la gendarmerie et dans les services de secours, pour vraiment montrer exactement ce que c'est que de donner, on va dire, une partie de sa vie au commun, on va dire. Et ensuite, ça vous donne le droit, justement, à un droit de vote. Parce qu'à l'heure actuelle, le droit de vote, il est donné. C'est quelque chose qu'on donne sans l'avoir mérité. Ça a vidé. C'est la citoyenneté qui vous donne le droit de vote. Hein. Il n'y a pas besoin de mérite. Hein. Non, si, justement. À l'heure actuelle, on donne la citoyenneté à n'importe qui
sans contrepartie, alors qu'à la base, le citoyen, il avait, à la base de la démocratie, notamment à Athènes, la démocratie est née dans les phalanges. C'est un mauvais exemple. Non, c'est pas un mauvais exemple. À l'heure actuelle, vous donnez le droit de vote. Vous donnez le droit de vote. Et les barbares. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'heure actuelle, le droit de vote, il n'y a plus personne qui va voter, ça a été vidé de sa substance, alors que c'est la plus belle chose qu'on peut faire pour notre pays. Et il faudrait le mériter, et il faudrait que les gens aient conscience de ce pouvoir qu'ils aient, et surtout de cette chance. Ils donnent 2 ans de leur vie en étant militaire, en étant policier, en étant pompier. On entend vraiment mal. Hector, on vous en parle. Il y a beaucoup de bruit autour de vous. Restez avec nous, Philippe Bilger, ce que dit Hector sur. Alors, ça mériterait de très longs développements dont je vais vous dispenser. Ouais. C'est une pensée provocatrice, hein, Hector. On ne pourrait pas revenir à une démocratie tellement réduite à presque rien, mais je peux comprendre le fond de son raisonnement quand il dit « il faudrait mériter le droit de vote ». Mais aujourd'hui, tout de même, ce suffrage universel est banalisé. Bruno Cotresse. Il y a d'ailleurs des circonstances quand vraiment, alors c'est dans l'autre sens, mais quand vous avez vraiment commis quelque chose de grave, vous perdez le droit de vote. Bien sûr. Bruno Cotresse, une réaction. Le propos d'Hector est un peu provocateur. Hein. Oui. Si c'est un droit, le droit de vote, il se mérite pas. Par définition, ça a été l'objet de beaucoup de réflexions. Vous savez, dans l'histoire de la pensée politique, certains disaient il faut réserver le droit de vote à ceux qui ont un certain capital de connaissances, des experts. D'autres disaient, nous l'avons pratiqué en France avant l'invention du suffrage universel en 1848, universel réservé aux hommes, hein, à l'époque, où c'était ceux qui payaient un certain montant d'impôts. Censitaire, Voilà, qui avait le droit de vote. Donc ça fait l'objet de beaucoup de réflexions. Aujourd'hui, évidemment, on ne peut pas revenir en arrière. Le suffrage est universel. Par contre, il y avait une autre idée dans ce que disait Hector, qui était l'idée de la démocratie directe. Alors là, c'est clair qu'il y a une forte demande dans le pays de plus de démocratie directe. Merci beaucoup Bruno Cotresse d'avoir été avec nous, politologue et chercheur au CNRS et au CEVIPOF. Dans un instant, Philippe Bilger, Elisabeth Lévy, Olivier d'Artigol vont pouvoir peut-être montrer le meilleur d'eux-mêmes ou le pire, je ne sais pas. Le meilleur. En général, Olivier révise bien. Voilà, c'est le quiz de l'actu dans un instant et c'est Hector qui sera avec nous pour jouer contre nos vraies voix. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue les chers amis, bienvenue dans les vraies voix jusqu'à 19h avec Philippe David. Tous les jours nous accueillons nos éditorialistes préférés. Philippe Bilger est avec nous, Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction de Causeur, et Olivier d'Artigol, chroniqueur politique. Et là il n'y a plus d'éditorialistes, il y a des faux. C'est ça. Et là la vraie nature des vraies voix va ressortir tout de suite avec David qui sera avec nous dans quelques instants de Toulouse. Le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Bonsoir David, comment ça va? Bonsoir David. Bonsoir à tout le monde. Bien et vous? Écoutez, bien. J'ai envie de vous dire, j'espère que vous êtes forts parce qu'ils sont sur les dents là, les petits en face de nous là. Vous savez quoi? Je vais l'annoncer, je vais les laisser gagner comme ça au moins on sera. Ça c'est la méthode Bilger, pour déconcentrer les adversaires. C'est pour nous détourner. Ouais. Alors attention, ça peut être un leurre. Allez, on démarre tout de suite. Qui c'est qui l'a dit, les amis? Avec la disparition de Jean-Pierre Elkabbach, une page de la vie politique qui se tourne. Ça peut être tout le monde. Bah oui. C'est ça le souci. On va aller Sarkozy. Non. Macron. Non. Duhamel. Un autre président. Hollande. Vous avez dit tous en cœur, même dans le casque. Ouais. Même David l'a dit. Chacun Donc un point. c'est pour moi. Chacun un point. Non, pas pour vous. Chacun un point. Un point pour David, un point pour Philippe, un point pour Olivier. Voilà, on est généreux aujourd'hui. Oui, c'est la fête au village. Qui l'a dit? C'est grâce à des sans-papiers que des secteurs entiers tiennent. Ne pas les régulariser permet d'organiser le dumping social. Ce n'est pas un homme ou une femme politique. David, c'est vous qui va répondre en premier. C'est pas un homme politique. Bompard, c'est pas un homme politique. Non. Sophie Binet sur France Info ce matin. Moi j'aurais dit que c'était du D'Artigol. C'était Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT. Qui c'est qui l'a dit au sujet de la visite d'Emmanuel Macron au Conseil constitutionnel? La protection de l'environnement et le droit à l'IVG doivent être inscrits dans la Constitution. David. Rousseau. Non, pas mal. C'est pas nous.
c'est pas elle. Pas qui. Panot. Non. 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 Mélenchon. Non. Bompard. C'est une femme. Non, c'est une femme. Autain. Non. Si c'est pas Borne. si c'est pas Rousseau, c'est qui? Bah, c'est pas Panot. C'est Voltaire. Non. Tondelier. Bonne réponse d'Elisabeth Lévy, Marie Tondelier, secrétaire nationale de ELV. Voilà. Qui c'est qui l'a dit? Vous avez le droit de répondre, Olivier d'Artigol, vu la question. On ne peut pas être de droite et être contre la compétition. Non, il n'a pas le droit de répondre, pas tout de suite. David, c'est à vous. Ouais, non, là, je donne ma langue au chat. Lisnard. Bonne réponse d'Elisabeth Lévy. David Lisnard. Alors là, on peut pas être de droite et être contre la compète. Et maire de Cannes. Allez, qui c'est qui l'a dit? David, il fait la tête. Olivier d'Artigol, il fait la tête. Qui c'est qui l'a dit? Les débats d'idées plus que jamais nécessaires à gauche ne sauraient être pris en otage par toutes les outrances verbales, les attaques dominem. Bonne réponse de David. Qui? Fabien Roussel. Fabien Roussel. Il l'a dit dans le casque, enfin, vous l'avez entendu. Il n'est pas content là. Qui c'est qui l'a dit à Gérald Darmanin au sujet de la crise de l'eau à Mayotte? Sortez de Paris et allez à Mamoudzou. Ah, ben non. Non. Mélenchon. Non, c'est Darmanin. Non, ça a été dit à Darmanin. Députée Youssefa. C'est Darmanin qui le dit. Non, c'est quelqu'un qui l'a dit à Darmanin dans l'hémicycle. Assis. Ah non. Assis. Ah non, non. C'est Darmanin qui répond à la députée en disant ça. Alors là, voilà un cas qui ne s'est jamais présenté Et donc, dans le quiz de l'actu. c'est grave. Là, on est sur une crise. Ah oui, absolument. Alors attendez. Que prévoit le règlement? Attendez, vérification. C'est moche. Attendez, vérification. Allez-y. Bon, bah, c'est pas grave. Allez, prochaine question. Oui. C'est pour moi. Non, attendez, je vérifie. Allez-y, Philippe. Posez la question. Si la présidentielle. J'ai gagné, j'ai le point. Allez, si la présidentielle devait avoir lieu demain, il me semble évident que Jean-Luc Mélenchon reste aujourd'hui le candidat de LFI et de la NUP. Bonne réponse de David. David, il écoute bien Sud Radio, hein, parce que je crois que c'est David est devant. Eh ben écoutez, on va faire une petite pause. On le vous dit dans un instant. Eh ben David, vous avez gagné avec 3 points. Merci. Allez, vous ne bougez pas dans quelques instants. Dans 10 minutes, le tour de table de l'actu des vraies voix. Philippe, on va parler de quoi avec vous? On va parler d'un film. D'un film. Bernadette. Et moi, je voudrais rappeler à tout le monde qu'être une femme n'est pas une maladie. Et avec vous, Olivier l'État veut d'Artigol. faire les poches des retraites complémentaires et de l'assurance chômage. Allez, on fait une petite pause. Le journal, la météo, le rugby et on revient dans un instant. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Elles sont bien là, les vraies voix aujourd'hui, avec Philippe Bilger qui est avec nous, avec Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction de Causeur, Olivier d'Artigol, chroniqueur politique. Et oui, et vous, au 0826 300, n'hésitez pas, bien entendu, à réagir à nos débats. Dans quelques instants, on reviendra aux alentours de 18h30 sur cette question. Y a-t-il toujours de grandes figures dans le journalisme politique suite à la disparition de Jean-Pierre Elkabbach? Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire en attendant. C'est le Top Click de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio, c'est le Top Click. Et quand le roi Midas s'invite au Conseil de Paris, les opposants à Anne Hidalgo se déchaînent et l'accusent de manque de culture. Oui, ça ressemblait à une plaisanterie de la part d'Anne Hidalgo, mais beaucoup semblent croire qu'elle a péché par ignorance lorsqu'elle a répondu à un élu d'opposition qui la comparait donc à ce roi mythologique. Le roi Midas, chers collègues, il transformait tout ce qu'il touchait en or. Eh bien vous, Madame Hidalgo, vous êtes l'exact contraire, vous êtes l'anti-Midas. Tout ce que vous touchez, y compris l'or des Parisiens, ce bijou qui est notre capitale, vous le transformez en plomb. Je n'ai plus de voiture, donc je ne sais pas du tout à quelle référence de Midas vous faites ici. Ça doit être culturel, ça doit être culturel. Alors, est-ce un mot d'esprit d'Anne Hidalgo ou bien a-t-elle vraiment confondu le personnage mythologique et l'enseigne d'entretien automobile, Midas? En tout cas, beaucoup de ses détracteurs semblent persuadés qu'elle ne l'a pas fait exprès. La honte absolue, Anne Hidalgo montre toute l'étendue de son inculture qui n'a d'égal que son incompétence. Cette femme est indigne de Paris, écrit Éric Klein. Quel naufrage intellectuel. Anne Hidalgo confond le roi Midas qui changeait le plomb en or dans la mythologie avec les pneus Midas. Consternant, renchérit Charlotte Rocher. Les partisans du hashtag Ça cache Paris commencent un peu
peu, beaucoup, à relayer cette vidéo censée décrédibiliser Anne Hidalgo, à moins sur ce coup-là que ce soit eux qui manquent un peu de second degré. Non mais écoutez, Dieu sait que je n'ai aucune envie de trouver la moindre excuse sur quoi que ce soit à Anne Hidalgo, et qu'effectivement, tout ce qu'elle touche à Paris se transforme en des choses que nous nommerons pas. Mais, là, d'abord, je ne la crois pas aussi inculte, mais surtout, la personne qui pose la question le dit dans sa question. Le roi Midas, oui. Il explique qui était le roi Midas, donc elle a voulu faire une blague qui n'est pas terrible, mais je ne crois pas qu'elle est confondue. D'ailleurs, elle a répondu plus sérieusement après, je ne vous ai pas passé tout l'extrait. En fait, vous êtes une objectivité, ma chère Elisabeth, tout le temps. Toujours. J'espère que ça rejaillit sur l'ensemble de mes propos. Elle a même donné un feu vert à Anne Hidalgo. Pour moi, je me barre. Je le dis là. J'attends ma dose. Je suis un peu préoccupé par cette vie politique rythmée quasi quotidiennement par l'organisation de meutes qui s'emparent d'un sujet, d'une réflexion ou d'un moment politique pour organiser la chasse à l'homme ou à une femme ou à un responsable politique. On peut contester la politique d'Anne Hidalgo à Paris, certains ne s'en privent pas, mais prendre ce type de moment, je trouve ça médiocre. Allez, autre sujet, Félix Mathieu, en top tendance, en numéro 1, on trouve Lens. Au lendemain de leur victoire 2-1 face à Arsenal, les Lensois créent l'événement et se hissent en tête des tendances France ce soir. RCL Ars, le hashtag du match en numéro 2. Arsenal en numéro 3. En 2 matchs de C1, Lens a fait mieux que l'OM sur les 10 dernières années, écrit plutôt taquin le journaliste Nabil Djellit. Ensuite, dans les tendances, on trouve évidemment ce soir Jean-Pierre Elkabbach. Twitter lui rend hommage. Et nous d'ailleurs, on va en reparler dans Les Vraies Voix à partir de 18h30. Et puis moi je vais vous parler d'un sujet qui ne fait pas le buzz et qui devrait faire, à mon humble avis, le bad buzz et même le very bad buzz. C'est la nouvelle affaire Salah Abdeslam, le terroriste islamiste, incroyable. Avait été extradé en Belgique pour être jugé de faits de terrorisme pour lesquels il a été reconnu coupable. Mais la Belgique ne le renvoie pas ici. Pourquoi ? Parce que la peine de perpétuité réelle à laquelle il a été condamné en France pourrait être considérée comme inhumaine et dégradante au regard de la Convention européenne des droits de l'homme. Alors moi je suis furieux parce que quand on pense à ce qui s'est passé au Bataclan, aux terrasses des cafés, au Stade de France, faits pour lesquels Abdeslam a été reconnu coupable et pour lesquels il n'a même pas fait appel, j'ai honte pour la Belgique qui ne nous le renvoie pas. Je vous rappelle quand même que dans sa cellule individuelle, il bénéficie d'une salle de sport privée et il n'a que ce qu'il mérite et il ne devrait même jamais sortir de prison. Alors je vous pose la question, la Convention européenne des droits de l'homme, on en sort quand, Philippe Bilger? Parce que quand je vois des choses comme ça, j'ai envie de vomir. Moi j'ai toujours pensé que cette Convention européenne était prête à vivre l'humanisme jusqu'à la peau des États, hein, c'est très clair. Là, votre indignation, Philippe, j'ignorais ça, mais c'est incroyable. Et le sujet n'est pas tant la Cour européenne des droits de l'homme, c'est que c'est un sujet, c'est plutôt la Belgique que vous pointez, c'est-à-dire aussi, bien sûr, oui. C'est eux qui prennent cette décision totalement inacceptable. Parce qu'ils ont peur d'être condamnés s'ils le renvoient en France. J'entends bien, mais bon... c'est une attitude inacceptable. Oui. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on nous vante tout le temps l'Europe de ceci et de cela. On n'est pas fichu pour quelqu'un qui a participé, contribué à des attentats sur les sols de nos deux pays, de se parler. Et puis alors j'ai appris qu'en Belgique, tu peux pas prendre plus de 15 ans. Non, il y a une perpétuité réelle, mais qui n'est pas réelle, parce qu'on peut la revoir au bout de 15 ans, alors qu'en France, c'est au minimum du double, de 30 ans. Si je ne m'abuse, monsieur le procureur. D'accord, pardon. Merci de cette précision. Allez, vous restez avec nous dans un petit quart d'heure. Hein, le coup de projecteur des vraies voix. On reviendra sur la disparition de Jean-Pierre Elkabbach. Y a-t-il toujours de grandes figures dans le journalisme politique? C'est la question que l'on vous pose. Vous nous répondez 0826 300 300. Juste avant le tour de table de l'actu des vraies voix, on parle de quoi avec vous, Philippe Bilger? Du film Bernadette. Non, Elisabeth Lévy, pardon. Des congés menstruels qui sont vraiment, à mon avis, une très mauvaise idée. Avec vous, Olivier d'Artigol. Vous avez aimé Spaggiari à Nice avec son casse. Vous allez adorer ce que veut faire l'État concernant les retraites complémentaires et l'assurance chômage. Voilà, c'est dire. 0826 300 300, vous voulez réagir? Vous êtes les bienvenus dans Les Vraies Voix jusqu'à 19h et c'est Sud Radio, bien entendu. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Merci de votre fidélité, bien entendu, à Sud Radio. Vous pouvez vous inscrire ou en tout cas vous abonner à notre chaîne YouTube et répondre à notre question du jour, Philippe. Est-ce que finalement, vous pensez qu'il existe encore de grandes figures politiques? On va en parler dans quelques instants et avec nos éditorialistes du jour. Philippe Bilger est avec nous, Elisabeth Lévy est avec nous et Olivier D'Artigol. Allez tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table De l'actualité. Et c'est un film avec Catherine Deneuve sur Bernadette Chirac qui vous a inspiré, Philippe Bilger. On aurait pu imaginer, même si le film dit être librement inspiré de la vie de Bernadette Chirac, on aurait pu imaginer un film de qualité. Mais c'est un film, j'allais presque dire, grand guignolesque, à gros traits, avec deux acteurs formidables, Catherine Deneuve qui est parfaite et Denis Podalides. Celui qui joue Jacques Chirac, c'est un grand acteur de la comédie française, mais il n'est pas bon là-dedans, il rend Jacques Chirac complètement ridicule. Et donc c'est un film qui se laisse regarder sans déplaisir, mais il est mauvais, à part les acteurs. Quand je pense à ce qu'on aurait pu faire sur l'histoire humaine et politique de ce couple, même dans la période où il a vécu et où il a gouverné, c'est fort, on aurait pu faire quelque chose de bien. Elisabeth Lévy. Oui, sans doute, sur l'histoire du couple, il y avait quelque chose à faire, mais moi je dois dire que je n'ai jamais compris la fascination qu'exerçait Jacques Chirac sur les Français, en particulier depuis qu'il a quitté le pouvoir. Mais ça, à vrai dire, c'est vrai de tout. Beaucoup d'hommes politiques, dès qu'ils ne font plus rien, Rocard, qui n'a quand même pas non plus changé absolument la France pendant sa vie, ça a été un type extrêmement populaire, Kouchner aussi. Donc je suis assez frappée, dans le cas de Chirac, par cette popularité sur le tard. Hein. Mais c'est normal qu'on les aime quand ils ne font plus rien. C'est assez logique. Olivier Pourtant, il y en a qui sont des horizons, là. certains sont au pouvoir en ne faisant rien, Philippe. On devrait les aimer. Jacques Chirac a fait les deux. Je n'ai pas vu le film, mais je vais y aller. Je suis un peu préoccupé par ce que vient de dire le. Je vais y aller. Mais il y a eu de beaux papiers. Il y a eu un papier de mémoire d'Anne Fulda. Montrant la personnalité complexe de Bernadette Chirac, qui est passée quand même pendant quelques décennies comme la personne à côté de Jacques Chirac qui tenait son sac à main, pour résumer. Or, il y a une complexité humaine réelle, et les papiers que j'ai lus autour de ce film-là lui ont plutôt rendu un hommage pour un peu casser cette image-là qui s'était installée, et je trouve que tant mieux. En tout cas, vous savez, j'ai des amis en Corrèze, où elle a tenu... Vous avez des amis corréziens? Oui, j'ai des amis en Corse, en Corrèze. Où elle a tenu un canton pendant beaucoup d'années, où elle était conseillère générale, et quelles que soient les sensibilités politiques, il lui a accordé quand même une présence, le fait de suivre les dossiers, une connaissance d'un très grand nombre de questions. Oui, oui. Et elle a une double intuition politique dont on ne cesse de parler. La dissolution, et puis de Le Pen au second tour. Exact. C'est un film contre... Enfin, il y a un désaccord de la famille Chirac sur ce film, j'ai l'impression. Pas trop, parce que c'est pas le procès Goldman là où vous évoquez quelque chose. Non, je sais que quels sont les retours de la famille? La famille n'était pas très favorable. Oui, c'est pas. Mais à vrai dire, quand vous êtes une personnalité publique, c'est comme ça. Alors, il paraît que la personne de Chirac est un véritable benet, qui a quelque chose de ridicule. Il est ridicule, quoi. Ridicule. Non, rien. J'étais en train de parler. Mais pardon, vous allez me prendre pour Bernadette quand on la prenait pour une petite. Faites attention à votre sac à main. Allez-y, Elisabeth, allez-y. Non, c'est bon. Non, mais vous voulez, ça me fait toujours marrer que les personnalités publiques essayent d'avoir la main sur ce qu'on dit d'elles. Enfin bon, c'est juste pas possible en fait. Bon, bah, allez. Allez, Elisabeth, puisque vous avez la parole, vous vouliez évoquer le congé menstruel. Oui, alors là, j'en ai marre. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'autour de moi, je vois, il n'y a que des hommes qui sont pour. Il n'y a que des hommes
hommes qui sont, pour la plupart des femmes qui sont autour de moi, sont de mon avis. Maintenant, la nouvelle mode, c'est le congé menstruel. Donc, pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est que les femmes auraient des congés pour leurs règles. Alors, je suppose quand elles ont des règles douloureuses, oui. À ma connaissance, si vous avez un tel problème, comme n'importe quel problème médical, rien ne vous oblige à dire à votre employeur de quoi il retourne. Moi, je n'ai aucune envie d'aller dire à mon employeur ce genre de choses. Le secret médical dont tout le monde se fout, c'est-à-dire c'est très important. Et en plus, si vous voulez, ça installe l'idée que vraiment être une femme, la féminité, c'est une maladie, n'est-ce pas? Et que nous sommes, comme d'habitude, des petites chochottes, qu'il faut des lois particulières. Si vous avez un problème, qu'il soit d'ordre gynécologique ou pas, que ce soit la grippe ou ce que vous voulez, que vous soyez une femme ou un homme, vous avez un droit du travail qui s'applique. Alors, on me dit qu'il y a un problème de jour de carence, oui, il y a un problème de jour de carence pour l'employé qui a la grippe aussi. Mais j'en ai assez, si vous voulez, de cette érection des femmes en petite minorité à protéger. Arrêtez de nous protéger, ça suffit. Mais certaines femmes, c'est tous les mois et c'est très douloureux. Hein. Mais c'est douloureux pour certaines. Oui, mais je ne vois pas le rapport, Elisabeth, entre la grippe et le congé menstruel. La grippe, où il y a des maladies dont on n'est pas responsable, qui n'arrivent pas comme une logique implacable. Enfin, vous n'êtes pas responsable de la grippe non plus. Non, mais, mais je suis désolé, vous avez un problème d'ordre pathologique quand vous avez vos règles, ce qu'on appelle des règles douloureuses, eh bien, vous avez le droit à un congé médical, vous n'avez absolument pas à dire à votre employeur, il n'a pas besoin de savoir, en plus, je vous raconte pas, à la fin des fins, ça se retournera contre les femmes, parce que vous comprenez que pour un employeur, c'est ingérable. Si toutes les femmes prennent 2 ou 3 jours par mois, qui ne tombent pas, si vous voulez, en plus, c'est pas un mois pétante, c'est 28 jours, donc vous imaginez le bazar, si vous voulez, donc à la fin, mais c'est même pas pour ça, c'est que pour les femmes à qui ça arrive, qui ne sont pas toutes les femmes, c'est pas une maladie d'être une femme, j'en ai marre. Bien sûr. Eh bien, pour celle-là, je ne vois pas pourquoi le droit commun ne suffirait pas. Voilà. Et tout ça, c'est pour victimiser les femmes, pour montrer qu'on fait quelque chose pour elles. C'est de la com sur le dos des femmes. Et moi, je vous assure que autour de moi, les seuls qui trouvent cette mesure très bien, c'est des hommes. Alors j'entends tes arguments. Je ne suis pas certain qu'une écrasante majorité de femmes juge que si on va vers ça, ce serait une mauvaise chose. Ça serait à confirmer. En tout cas, autour de moi, dans les échanges que j'ai, c'est pas la réponse qu'on me donne. Moi, je reste convaincu que tout progrès concernant le droit des femmes est un progrès pour l'ensemble de la société. Et on en discute là, mais pendant des décennies, ces questions-là ont été frappées d'invisibilité, de tabou, ça n'était jamais évoqué. Le fait que ça puisse être évoqué, je trouve que c'est un formidable progrès. Super. Il faut l'argument qui me touche chez Elisabeth, c'est même le fait qu'on est obligé de le dire. Ouais, ça me gêne. Non, mais l'histoire un mot. Maintenant, l'invisibilité, le tabou. J'ai fait d'ailleurs l'an dernier, il y a eu un sondage disant les femmes n'osent pas parler de leurs règles au bureau. Mais bon sang, la pudeur. Envie, en fait. Mais qui a envie de parler de ça? Enfin, c'est pas parce qu'on ne parle pas de quelque chose qu'on en a honte. Il y a des choses qui relèvent de l'intime. Et excusez-moi, le tabou, mais t'as envie de parler de ça à la machine à café, toi? Non. Franchement. Parlez-en à quelqu'un d'autre, hein, parce que. Allez, dans un instant, la suite du tour de table de l'actu avec Olivier d'Artigol. On va revenir sur quoi dans un instant? L'État qui veut faire la poche et les caisses aux retraites complémentaires et à l'assurance chômage. On en parle dans un instant. On fait une petite pause. Merci d'être avec nous et appelez-nous 0826 300 300 si vous voulez réagir, bien entendu. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et les débats continuent hors antenne dans les vraies voix et c'est ça que nous aimons. Nous aimons ça. Elisabeth Lévy, Philippe Bilger et Olivier d'Artigol. Aujourd'hui, ça débat. C'est le principe de cette plateforme de débat et d'opinion. Et les offres sont aussi passionnantes, Léon. C'est vrai. Et parfois, ça se bat aussi. Oui, bien sûr, ça se bat. Et on était sur ce tour de table de l'actu de chacun. Et Olivier d'Artigol, vous revenez sur finalement, ce que vous appelez un hold-up peut-être. Oui, parce que ça peut paraître technique, mais ça ne l'est pas. C'est un véritable scandale, puisqu'il existe donc dans notre pays des retraites complémentaires. J'essaie de faire simple. Oui. Des retraites complémentaires payées par les salariés du privé, ce qu'on appelle Agirc-Arrco. C'est un régime très bien géré. Il y avait 5 milliards d'excédents l'année dernière. Il y a
il y a 13 millions de retraités dans le privé, mais il y a 26 millions de cotisants et il y a des réserves très importantes, 68 milliards de réserves. Oui. Ça peut paraître un pactole. Sauf que les règles assurantielles font que ce système doit être à l'équilibre sur les 15 prochaines années et avoir 6 mois de réserve. Donc là, on est à 9 mois de réserve. C'est bien géré, il ne faut pas y toucher. Et que fait l'exécutif ? Pour aller financer leurs promesses, vous vous en souvenez, sur le minimum contributif, quand ils nous avaient fait croire en 1200 pour tout le monde. Oui. En fait, c'est pas 1200 pour tout le monde. Ils veulent aller piocher dans ce régime-là, dans les retraites, pour financer une partie de leur réforme. Ça n'est pas acceptable. Concernant l'assurance chômage qui est payée par des cotisations, là encore, ils veulent financer la réforme de France Travail en allant piocher dans cette caisse-là. Alors on me dit, oui, mais il ne s'agit que d'1 milliard. Mais si on met le doigt dans cet engrenage, ça veut dire que l'État peut aller piquer, peut aller faire du casse, de la razzia dans des caisses qu'il n'a absolument pas à gérer. Chez les avocats, bien évidemment, si on pousse loin la réflexion et le processus. Donc c'est véritablement honteux et j'espère que le patronat et les syndicats seront front unis. J'ai entendu que le patronat disait, bon, mais si c'est 700 ou 800 millions, pourquoi pas, mais ça serait justement mettre la main dans cet engrenage. C'est scandaleux. Le ministre Lescure, chez Jean-Jacques Bourdin ce matin, a cherché à justifier cette ponction. Il a dit que c'était un problème de solidarité, que c'était évident. Ce qui me gêne, en fait, et là-dessus je rejoindrai plutôt Olivier, ce qui me gêne, et ça m'a gêné pendant tout le débat sur les retraites, c'est que beaucoup de gens considèrent que la retraite c'est encore un impôt, c'est-à-dire que la retraite doit redistribuer, comme par ailleurs on redistribue à tout va, si vous voulez, et qu'on donne beaucoup d'allocations, si vous voulez, pour toutes sortes de précarités, mon cher Olivier. Je continue la conversation précédente. Il me semble que ce tuyau-là, si vous voulez, le tuyau de la retraite, il ne devrait pas être encore un tuyau redistributif. Ça, c'est le rôle des impôts, c'est tu cotises, tu perçois. Globalement, c'est ça, le tout assuré par le truchement des actifs, ce qui évidemment, c'est pas, on prend pas direct. Oui, mais il faut parler dans le micro. Donc, là où je suis d'accord, c'est qu'en plus, il me semble que ça introduit une confusion, et effectivement, et ça donne raison à tous ceux qui disaient au moment de la réforme des retraites. Mais c'est pas juste parce que la réforme des retraites, à mon avis, elle n'a pas vocation à être juste. L'impôt a vocation à être juste. Donc, et ça donne de l'eau à leur moulin, et surtout, on comprend plus rien. Voilà, on ne comprend plus quel est le rôle de quoi dans la comptabilité nationale, mais bon, ça, c'est pas nouveau. Mais une question très courte. Ça pose quand même question, parce que vous avez dit une chose, c'est bien géré. Est-ce que ce serait pas bien que l'État se mette lui aussi à bien gérer? Parce que le paritarisme, on le critique, mais là, au moins, c'est bien géré, non? Oui, le paritarisme, quand l'État ne s'en occupe pas, absolument. Il peut y avoir des compromis. Justement, entre syndicats et patronat. Ça se passe d'ailleurs dans un certain nombre de branches professionnelles sur des décisions. Là, l'État s'invite à la table et d'une manière assez violente et brutale. Donc, il faut laisser fonctionner ce qui fonctionne bien. Et après, il y avait à réfléchir dans notre pays, on en a discuté ici, non pas à commencer par cette réforme de retraite qui était ni fait ni à faire, mais plutôt à travailler sur la question du travail et notamment de l'emploi des seniors. Merci, en tout cas, vous restez avec nous. Dans quelques instants, on va revenir sur cette question. Eh bien, y a-t-il encore des grandes figures pour les journalistes politiques? On va revenir, bien entendu, sur la disparition de Jean-Pierre Elkabbach. Et petit hommage aussi, Pierre Douglas est avec nous, humoriste, chansonnier, comédien. Bonsoir, Pierre Douglas. Bonsoir. Bonsoir. Pierre Douglas, comment Georges Marchais, ancien secrétaire général du PC, aurait-il commenté la disparition de Jean-Pierre Elkabbach? Eh bien, je suis dans la contrariété totale dès l'instant où, à partir du moment, dès le départ, que Elkabbach ne me posera plus jamais de questions, je me demande comment c'est que je vais trouver des réponses. Voilà. Vous restez avec nous, on revient dans un instant, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Merci d'être avec nous tous les jours, j'allais dire au garde à vous, mais pas vraiment. Voilà, vous êtes là. C'est nous qui sommes au garde à vous. Vous êtes vraiment un gendarme. Oui. C'est nous qui sommes au garde à vous. Philippe Bilger est avec nous, Elisabeth Lévy aussi, et Olivier d'Artigol. Et vous, au 0826 300 300, tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix.
Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Vous n'écoutez pas nos questions. Ah si. Vous n'êtes pas fatigué d'avoir toujours raison. Je ne relève pas le côté un peu agressif de votre question. Ça fait 20 fois que je discute avec vous. Mais vous n'en parliez pas comme ça. Vous arrivez vous n'en parliez jamais comme ça. Vous n'arrivez pas à vous mettre dans votre petite tête que moi aussi j'ai un cerveau. Ne laissons pas le monopole du renouvellement politique à la gauche. Pourquoi ça ne fonctionne pas alors avec vous? Et qu'est-ce qui vous dit, Jean-Pierre Elkabbach? Qu'est-ce qui vous dit que ça ne va pas fonctionner? Vous connaissez déjà le résultat de dimanche. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Vous n'avez pas honte? Pardon? Vous n'avez pas honte? Honte de quoi? Vous n'avez pas de regrets? Non mais vous, de quoi me parlez-vous, monsieur Elkabbach? Vous n'étiez pas je vous reconnais bien là, dans la provocation. Bonjour. Bonjour. Quelle couleur vous préférez pour le mur? Pour le mur, quel mur? Comment quel mur? Le mur sur lequel votre réforme territoriale va se fracasser. Et voilà, c'est Jean-Pierre Elkabbach. En tout cas, ce sont des petits extraits de cette longue carrière. Et pour en parler quelques instants, forcément quelqu'un qui le connaît bien, puisqu'il en tout cas, il l'a pas imité, mais il a imité pendant assez longtemps Georges Marchais. Georges Marchais, oui. Ouais. Pierre Douglas, humoriste, chansonnier, comédien, qui joue au théâtre des Deux Ânes. L'habit ne fait pas le kir. Un excellent breuvage de Sylvain Beltran. C'est la première ce soir, donc on ne va vous avoir que quelques minutes, Pierre Douglas. On voudrait vous poser quand même une question qui nous paraît importante, parce que les chansonniers, ils observent les journalistes, ils observent les politiques, et vous le faites vous aussi depuis des années. Aujourd'hui, qu'est-ce qui manque d'épaisseur? Les journalistes politiques, les deux, ou aucun des deux? Vous avez 4 heures, mais vous êtes sur scène dans 20 minutes. En 4 minutes, je vais vous dire que les stars politiques nous manquent. Hein. Les stars politiques nous manquent et les stars journalistiques nous manquent aussi. Si vous me disiez, à votre avis, quel est un très grand journaliste politique aujourd'hui, j'aurais du mal à répondre. Maintenant, il ne faut pas leur en vouloir. Il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de journalistes dans la quarantaine, comme Anne-Sophie Lapix, comme Esther Coudray, comme Gilles Boulot. Ce sont des gens qui... Elkabbach nous quitte alors qu'il avait presque 60 ans de carrière. Oui. Et au bout de 60 ans de carrière, il fait la une de tous les journaux aujourd'hui parce qu'il nous a quittés hier. Il n'y a pas beaucoup de journalistes aujourd'hui dont on peut dire qu'au bout de 50 ans de carrière, ce sont des vedettes, parce que j'en vois pas beaucoup. Elisabeth Lee veut réagir. Oui, peut-être parce que beaucoup sont obsédés justement par l'idée de devenir des vedettes et que l'image a beaucoup absorbé. Mais moi, je voulais juste vous livrer une anecdote. Un jour, je me rappelle, je faisais un papier sur le JDD à l'époque, le journal qu'on achetait avec le poulet rôti, qu'on achète avec le poulet rôti du dimanche. Et je me rappelle avoir parlé à une jeune journaliste. Je faisais dans la discussion, elle m'a dit, mais moi, j'ai fait ce métier pour ne pas avoir d'opinion. Et, si vous voulez, parce que moi, je lui disais, mais on fait un métier intellectuel. Pour moi, le journaliste, c'est un métier de réflexion. C'est un métier qui consiste à rendre les choses intelligibles. C'est pas juste quelqu'un de neutre, un intermédiaire neutre entre l'événement et le public, si vous voulez. C'est ça la vocation du journaliste, c'est de rendre le monde, de contribuer à rendre le monde intelligible. Eh bien, je trouve que ça fait longtemps que les journalistes ne sont plus des intellectuels et je le déplore. Pierre Douglas, pardon, juste parce qu'on l'a quelques minutes. Philippe me répond. Non, c'est parce qu'on l'a 2 secondes. Pierre Douglas, en fait, le taisez-vous Elkabbach, en fait, Georges Marchais, je ne l'ai jamais dit, en fait, c'est le Luron. Ouais. C'est le Luron qui l'a fait dire à Elkabbach, qu'il l'a fait dire à Marchais. Et de même que moi, si vous voulez, c'est un scandale, Marchais ne l'a jamais dit, c'est moi qui l'ai dit dans mes sketchs. Donc, comme on était ensemble avec le Luron, on a inventé un petit peu des dialogues comme ça. Alors, mais Marchais n'a jamais dit taisez-vous Elkabbach. Mais c'est incroyable parce que moi, jusqu'à aujourd'hui, c'est quand même incroyable que la fiction ait pris le pas sur la réalité et que le truc de l'humoriste ait remplacé le vrai propos. Quoi. Et ça faisait quoi? Ça donnait quoi? Ça donnait... Monsieur Marchais, vous êtes venu avec vos questions, je suis venu avec mes réponses. Voilà. Et c'est un scandale? Et c'est un scandale. J'enregistrais le débat entre Raymond Barre, qui était joué par le Luron, et Marchais par moi-même. Et puis au tout début de l'interview, on avait préparé le texte, etc. C'était prêt.
il n'y avait pas du tout il y avait pas du tout le mot c'est un scandale n'était pas du tout dans le texte. Et voilà qu'au tout départ, on nous dit le tirage au sort a désigné Monsieur Barre pour parler le premier. Et à ce moment-là, moi j'ai dit mais c'est un scandale. C'était pas dans le texte. Et quand on enregistré au caveau de la République et que toute la salle a explosé de rire, je me suis dit comique de répétition, ils iront droit toutes les minutes. Voilà, c'est ça. Olivier d'Artigol. Une anecdote et après une question pour Pierre Douglas. Olivier Marché, le fils de Georges Marché, qui est un ami, a donné une anecdote en disant que Jean-Pierre Elkabbach a publié un livre dont le titre était Taisez-vous Elkabbach. Et Georges Marché a contacté Elkabbach en lui disant il y avait une relation humaine entre, en lui disant mais vous allez vous faire beaucoup d'argent. Et ce titre pour une phrase que je n'ai jamais prononcée. Donc Elkabbach a invité Marché au restaurant et Georges a pris la bouteille la plus chère. Et quelles étaient vos relations, Pierre Douglas, avec l'homme Georges Marché? Écoutez, les relations, elles étaient pas mal. En fait, je l'imitais depuis un an. C'était en 78. Je faisais les petits matins de France Inter et un matin marchait bien. Et je dis à l'animateur, et j'aimerais bien le saluer parce que je l'imitais depuis un petit moment à la télé, etc. Et je lui ai dit, s'il rentre dans le bureau, ça voudrait dire qu'il est d'accord pour me voir. Quand j'ai vu que 20 mètres devant moi, il rentrait dans le bureau. Il était assez impressionnant physiquement, hein. Très grand, des yeux bleus. Je me suis présenté à Marchais et il m'a dit « Ah, c'est sympathique, vous savez, maintenant, à l'Assemblée, on me dit « Alors, t'as ton imitateur ?» Mais après, il a été moins content de ce que je lui faisais dire. Ah ouais, c'est sûr. Mais bon, c'est la vie. Philippe Bilger. Pierre Douglas, est-ce qu'il y aurait à la rigueur une personnalité aujourd'hui que vous auriez envie d'imiter ? Philippe Bilger. Vous savez, je suis arrivé à un âge où j'imite beaucoup de morts, voyez-vous. Oui, je comprends bien. Et dans les vivants, il n'y en a pas beaucoup qui m'inspirent. Ah ben voilà. Oui. En tout cas, heureusement que j'ai un public qui a de la mémoire. Pierre Douglas, merci mille fois, humoriste, chansonnier, comédien qui joue ce soir au Théâtre des Deux Ânes. L'habit ne fait pas le kir de Sylvain Beltran, dont c'est la première ce soir, donc un grand M, comme on dit. Et on espère que dans quelques temps, on dira cette pièce marchait bien. Voilà, c'est ça. Exactement. Merci beaucoup pour cette interview. C'est 3 €, mais vous réglez quand vous voulez. Merci d'avoir été avec nous. Philippe Bilger, quand on entend Pierre Douglas nous dire que effectivement c'est difficile aujourd'hui, plus de grandes figures, que ce soit du côté des journalistes que du côté finalement des politiques, et plus vis-à-vis des politiques, j'ai envie de dire. Alors Philippe, je voudrais d'abord prendre garde au fait de ne pas vouloir tomber dans une sorte de nostalgie ou déclinisme systématique. En ce qui me concerne, d'ailleurs, le raisonnement que vous tenez, je pourrais l'appliquer à beaucoup d'institutions et à beaucoup de serviteurs de ces institutions. Ce que je crois, en revanche, c'est que les journalistes politiques d'aujourd'hui n'ont pas, Elisabeth le disait tout à l'heure, la même densité culturelle, intellectuelle. Au fond, on devient un grand journaliste politique de la même manière qu'on est un grand professionnel dans d'autres domaines que si on sait sortir de sa spécialité. Moi, je suis frappé par l'écriture, l'analyse. Ce sont des gens qui ont de la culture qui dépassent très largement le champ strict de leur activité. Dans chaque génération, y compris dans les nouvelles générations, il y a des pépites. Des pépites sur le plan poétique, des pépites sur le plan journalistique. Le seul problème, c'est que la manière de faire de la politique et la manière, y compris d'être journaliste, a beaucoup changé. Oui, mais quand vous dites qu'il y a donc c'est aussi ces nouveaux codes qui nous font basculer dans de la nostalgie. Alors vous pouviez aussi dire pourquoi des nouveaux codes? Nouveaux codes des réseaux sociaux, nouveaux codes des chaînes d'infos, nouveaux codes du zapping permanent qui fait que le débat politique ne peut jamais s'approfondir sur aucun sujet. Les émissions, regardez les grandes émissions politiques qu'on avait. Aujourd'hui, c'est basculé à quelle heure? Oui, mais le talent personnel elle-même, il repose sur le même terreau. Oui, mais quand même, justement, parce que malgré tout, le média modèle un peu le médiateur, malgré tout, si vous voulez. Et ces gens sortent en plus de l'école que nous décrivons chaque jour, Philippe. Donc, effectivement, la déculturation a fait de grands pas. Mais il est vrai que moi, je rejoins complètement Philippe, parce que moi, quand j'ai commencé ce métier, si vous voulez, d'abord, effectivement, l'écrit avait beaucoup plus d'importance.
aujourd'hui, vous n'existez pas dans ce monde-là si vous n'avez pas votre ronde serviette à la radio, à la télé. C'est-à-dire, si on ne voit pas votre tête, vous n'existez pas. Il y a très peu de gens qui... vous verrez, les grandes plumes du Figaro sont toutes quelque part. Donc et ça, je pense que ça joue... d'abord, ça prend du temps, et du temps en moins, mais surtout, le travail intellectuel est beaucoup moins valorisé. Et par ailleurs, c'est vrai que les gens avaient... C'est un peu absurde, mais c'est ce qu'on voit dans les films. Les gens avaient d'autres profils, ils étaient plus marrants, plus déglingues aussi. Et c'était moins des gens propres sur eux. Aujourd'hui, nous sommes très propres sur nous, les journalistes. Dans un instant, David sera avec nous. Petite question. Est-ce que les guignols de l'info, justement, participaient à cette starisation? Souvenez-vous, quand Jacques Chirac attendait, et on s'en souvient de ça, putain 2 ans, et on lui voyait faire des bébés de show, des choses comme ça. Rappelez-vous même, n'existe plus aujourd'hui. L'avantage politique que les guignols ont donné à Jacques Chirac, ils l'ont fait remonter. Oui, non, mais c'est très je crois. Ils l'ont rendu populaire, en tout cas, ou accessible. Pendant les 2 ans où ils lui ont fait faire des chroniques sur les fenêtres, ça avait visiblement fonctionné avec le fameux putain. D'ailleurs, pardon Cécile, peut-être une autre perversion, je trouve, c'est que de plus en plus, on n'a plus d'humoristes purs et on n'a plus de journalistes politiques purs. Je pense aux guignols que vous venez d'évoquer, je les trouvais moins humoristes qu'idéologues, en ce qui me concerne. Oui, ils tapaient toujours sur les mêmes ambulances. C'était vraiment, excusez-moi, les guignols comme subversion. Franchement, c'était assez déplorable. Moi, j'ai jamais aimé les guignols, j'ai jamais trouvé ça courageux, en tous les cas. Mais ce qui m'a frappé dans ce que nous disait Pierre Douglas tout à l'heure, et qui d'ailleurs, ça me désole, si vous voulez, qu'on en soit arrivé à prendre pour une phrase absolument une citation réelle, quelque chose qui a été prononcé par un imitateur, si vous voulez, c'est quand même symbolique d'une sorte de confusion des genres, si vous voulez, c'est que maintenant on aurait besoin des humoristes, il faut que tout soit une blague en quelque sorte. Et le rôle pris par les humoristes dans l'information, et notamment à France Inter, je le dis, je suis désolé, si vous voulez, où ce sont comme l'a dit Philippe, des idéologues et des censeurs, si vous voulez, eh bien, et à mon avis, aussi emblématique d'une sorte d'affaissement de la profession. Et d'apprendre que c'était pas une phrase de lui 50 ans plus tard. C'est ça qui est dingue. Je suis absolument sidéré par mon ignorance à ce sujet. Ça fait quelques années que je le sais. 0826 300 300. David, vous vouliez réagir à tout ce qui a été dit? Oui, tout à fait. Bon, d'abord, rendre hommage à monsieur El Kabbach, le journaliste politique. Mais aussi, moi, je me rappelle du présentateur de Bibliothèque Médicis. Madame Lévy et monsieur Bilger parlaient d'intellectuels, enfin on va dire de culture plutôt, excusez-moi, et monsieur El Kabbach était capable de présenter Bibliothèque Médicis, ce qui est un autre niveau de certains journalistes politiques d'aujourd'hui, qui je pense ne sont pas en mesure de présenter ce genre d'émissions. Mais on ne les a plus, ces émissions. Oui, en plus on ne les a plus. Et donc, moi je pense, alors monsieur D'Artigol disait un peu le contraire, mais moi je pense qu'un grand journaliste politique, il est dépendant du personnel politique qu'il a en face de lui. Et aujourd'hui, malheureusement, on n'a plus des Georges Marchais, ce genre de choses. Et moi, alors, monsieur Bilger parlait de nostalgisme. Moi, alors c'est pas du nostalgisme, mais lorsque je parle d'homme politique, moi je me remémore toujours Jean Gabin dans Le Président. Et je rêve d'avoir des hommes politiques qui soient capables de nous tenir des discours comme ceux qu'il y a dans nos films, ou comme avait fait Philippe Seguin en 92. Mais tout le monde n'avait pas Michel Audiard comme magnifique référence. Mais est-ce qu'à l'époque, on interviewait les sénateurs, les députés, et finalement, on ne voyait ou que les chefs de parti, ou que les présidents, enfin, à cette époque-là. Donc, forcément, la démultiplication des prises de parole. Les médias étaient plus rudes, je pense, à cette époque-là qu'aujourd'hui. Peut-être. Mais c'est surtout qu'à l'époque, ce qui s'est passé aussi, dont on a été contemporains, nous, c'est moi quand j'ai démarré, il n'y avait quand même pas autant de chaînes de télé, de radio, etc. Et d'ailleurs, avec feu mon ami Philippe Cohen, avec qui j'ai écrit un livre qui s'appelait Notre métier a mal tourné, ça nous frappait le fait qu'il y avait de plus en plus de médias qui racontaient de plus en plus la même chose. Et je dirais que depuis quelques années, ça c'est quand même idéologiquement, disons, il y a une beaucoup plus grande diversité. Je pense que tous les points de vue
plus ont droit de citer aujourd'hui dans les médias. Donc, pas dans tous, mais il n'y a pas la même chose que mais déjà, Émile Beaufort, le président Gabin, dénonçait dans un très grand discours dans ce film le pouvoir des cartels, de la finance, du fait que la politique devait décider de l'avenir du pays. Et si la politique s'est appauvrie, c'est aussi que les alternances n'ont pas toujours amené à des changements radicaux de politique. C'est un libéralisme, je pourrais prendre des heures pour le décrire, qui a pris la main, et ça a aussi vidé la substance de la politique. Je crois, en 2 secondes, ce qui a changé aussi, c'est que même l'attitude humaine des journalistes politiques s'est dégradée. Aujourd'hui, pourquoi on n'a plus de grands journalistes politiques? C'est parce que ils ne sont pas loin de se considérer comme supérieurs à leurs invités. Et ça, c'est très grave. On attend d'eux des vertus humaines d'écoute, d'empathie, de questionnement, et ils les ont plus. Et la recherche du clash, peut-être, du buzz, la recherche du buzz par les réseaux sociaux, etc. Excusez-moi, alors il y a ça sur les réseaux. Je trouve que c'est un peu une tarte à la crème, cette histoire de recherche du clash. Moi, ce que je vis sur les plateaux, c'est surtout des gens qui essayent d'éviter les conflits, en réalité. C'est très... Non, mais la vérité, c'est que moi, je trouve que le conflit, c'est la vie, et qu'il faut pouvoir échanger des arguments. Or, avec cette multiplication des émissions de débat, des véritables débats, dans lesquels on peut effectivement avoir ce que j'appelle une dispute civilisée, sont de plus en plus rares. Donc, je ne crois pas qu'on recherche le clash, on cherche à le... D'ailleurs, on baptise clash n'importe quel truc. Voilà. Vous avez absolument raison, Philippe. Merci les amis, merci beaucoup David de Toulouse d'avoir été avec nous. Je ne triche jamais. Ce qui arrive tous les jours. Un procureur qui triche, ça se saurait. Philippe Bilger, merci beaucoup. Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction de Causeur, merci beaucoup. Olivier D'Artigol, merci beaucoup. Chroniqueur politique, merci cher David de Toulouse d'avoir été avec nous dans un instant avec Philippe David. On va revenir sur le décrochage scolaire. Est-ce que la lutte contre le décrochage scolaire est une priorité nationale depuis 1989. Aujourd'hui, un peu moins de 8% des jeunes âgés de 18 à 24 ans. Alors, quelles sont les causes, quelles sont les stratégies à adopter et quelles sont les politiques et les réglementations mises en place? On en parle dans quelques instants jusqu'à 20h avec Philippe David. À tout de suite.